Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. 16e épisode du débrief par Radio VFM et Foot Normand, un 16e épisode qui donne la part belle à la jeunesse de la région puisque c'est de Coupe Gambardella dont il est question aujourd'hui. 3 clubs normands sont toujours en lice après Caen et Le Havre, focus dès à présent sur l'US Avranches qui va vivre ce week-end le premier 8e de finale de son histoire dans la compétition. Et pour parler des U18 manchois, mon collègue Mathieu Billot de Foot Normand, plus en forme que jamais, est toujours là. Salut Mathieu. Salut Aurélien, salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. C'est une édition record pour la Normandie, la Coupe Gambardella, compétition qui fêtera bientôt ses 70 ans, ouverte aux catégories U18, contre 3 équipes de la région au stade des 8e de finale qui se joueront tous ce dimanche 20 février à 14h30, précisons-le. Mathieu, de mémoire, là comme ça, compter autant de représentants parmi les 16 dernières équipes en lice, c'est tout sauf une habitude pour la Normandie. Ah non, moi de mémoire, même si j'ai pas non plus un vécu qui remonte, voilà, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans la région, on n'a jamais connu ça, et je pense que si c'est déjà arrivé, je pense qu'il faut remonter à très très loin. Déjà quand il y avait un représentant, on était relativement heureux, fiers et heureux. Donc là 3, c'est vraiment... Ouais, en avoir 2, c'est déjà rare. 2013-2014, Queville et Rouen. 2012-2013, Queville et le Stade Malherbe. 2008-2009, Le Havre et Mondeville qui s'étaient d'ailleurs affrontés en quart. Voilà pour donc ça remonte quand même, c'est pas tous les ans. Et donc là 3, c'est exceptionnel. Le Havre et Caen sont globalement habitués à s'inviter à ce niveau. Pour Avranches, c'est une première. Les joueurs de la baie du Mont-Saint-Michel iront se frotter au Racing Club de Strasbourg ce dimanche, rien que ça. Et pour parler de cette grande découverte, qui de mieux que le co-entraîneur des U18 manchois, Jean-Noël Le Busulier, qui est en ligne avec nous. Jean-Noël, bonjour. Bonjour. Jean-Noël, merci d'être notre invité déjà, et on va préciser pour commencer que vous co-entraînez ces U18 d'Avranches en compagnie de Florian Lucas, c'est correct ? Oui, tout à fait. Vous êtes plus communément à la tête des U19 nationaux, vous avez d'ailleurs coaché aussi l'équipe première, voilà une quinzaine d'années je crois, en CFA2 notamment. C'est ça, en CFA2 2005-2008. 2005-2008. Et après une carrière de joueur essentiellement passé en Bretagne, du côté de Brest ou encore de Saint-Brieuc, et là aussi je crois qu'on a bon. C'est ça, tout à fait. Eh bien la première question, Jean-Noël, justement, quel lien vous entretenez à titre personnel avec cette Coupe Gambardella ? Est-ce que vous l'avez joué plus jeune d'ailleurs, vous concernant ? Alors oui, tout à fait. Je l'ai joué, ça remonte. J'étais à Lannion, à l'US Lannion. Et je me rappelle que c'était un système par poule. On sortait d'une phase plutôt locale, on va dire. Et ça débouchait sur des poules de 4 équipes. Et je me rappelle, on avait joué Vannes, Châteaubriand et le Stade brestois de Corentin Martins, Renan Salin et Frédéric Guéguin, pour ne citer que. Effectivement. À Francis Leblé, je me rappelle, le stade était bien trop grand pour nous. Et on avait perdu assez largement sur la finale de la poule. Voilà, je crois que Brest avait fait une belle épopée derrière, voilà, il me semble. Et ça remonte. Ouais. Et donc aujourd'hui, quelques années plus tard, ce sont vos jeunes pousses qui prennent le relais, et pour en arriver là, qu'on fait déjà un très très beau parcours. On va le rappeler succinctement. Il y a eu un premier tour fédéral en région parisienne, à Montrouge, ce qui est jamais évident. Victoire 2-0. Il y a eu un tour très très bien géré contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui a également une équipe en U19 nationaux, une victoire 3-1. Et il y a eu donc l'exploit au tour précédent contre Angers, donc qui est pensionnaire de Ligue 1, 2-2 et victoire au tir au but 4-3. Avant de se projeter sur le futur tour avec Strasbourg, on profite de vous avoir pour vous donner un petit peu la parole. Bon, on vous a reproché un peu du côté d'Angers sur l'égalisation, de manquer de fair play sur quelque chose. Moi, j'aimerais bien avoir un peu votre point de vue parce que, bon, c'est toujours dans ces cas-là quand il y a un joueur blessé. Alors, bien sûr, il y a des vrais joueurs blessés, c'est bien entendu. Et puis, des fois, forcément, quand on gagne 2-1 sur un match serré, on essaye aussi de gagner des fois un peu de temps, ce qui est de bonne guerre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là sur ces dernières minutes à Angers il y a 2 semaines ? Vous l'avez dit, les Angevins ont essayé de gagner un peu de temps en fin de match. Il restait 5 minutes, on enchaînait 2 ou 3 corners, des coups de pied arrêtés, on était plutôt dans leur camp. Et il y a un joueur qui s'est écroulé mais qui n'était pas blessé. Donc voilà, ils auraient pu s'en sortir autrement qu'en mettant le ballon en touche et en essayant de gagner du temps. C'est le choix qu'ils ont fait. Moi honnêtement, je suis entre 2 eaux parce que c'est évident que la logique veut qu'on rende le ballon quand il y a un joueur blessé, bien entendu, c'est évident.
Là, le joueur n'était pas blessé. Voilà, on en a discuté avec l'arbitre à la fin. Il nous a confirmé qu'il n'avait rien, que c'était un petit peu pour gagner du temps. Donc les joueurs l'ont vu et franchement, nous sur le banc, on n'a rien dit. Et les joueurs ont pris le ballon et ont joué quoi. Voilà. Le truc, c'est que on marque là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vrai que tant qu'on n'a pas marqué, personne ne s'en est offusqué, ni les joueurs en juin, ni le banc. Et puis c'est vrai qu'on marque sur la touche. Donc ça met un peu le feu aux poudres. Voilà. Donc ça s'est terminé un petit peu dans la confusion. Moi, je le regrette vraiment parce que franchement, ça a gâché mon plaisir personnel de cette qualification-là. On a retenu que ça. Alors que vraiment les joueurs qui manquaient de vécu pour la plupart à ce niveau-là, parce qu'on a rencontré vraiment une belle équipe d'Angers à base de U19 nationaux. Franchement, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux, le match qu'il fallait faire pour décrocher la qualif. On a été secoués en deuxième mi-temps, on mène 1-0, un partout à la mi-temps assez logique. En deuxième mi-temps, on prend un but magnifique, un enchaînement et une touche de balle. Là, on peut s'écrouler, on est vraiment en souffrance. Et puis en changeant un peu de système et en étant volontaire sur les dernières minutes, on est dans leur camp tout simplement. Donc franchement, il n'y a pas à crier au scandale. Il y a pas vraiment, moi je pense pas qu'il y ait un manque de fair play. C'est juste que à un moment donné, faut pas trop jouer avec le règlement, etc. Quoi. Voilà. Moi, je l'ai vu comme ça, les joueurs aussi. C'est un regret d'avoir marqué là-dessus. J'aurais préféré que ça soit sur une autre action. Évidemment, maintenant, honnêtement, on n'a pas manqué de fair play. Et ça fait quelques années que je pense qu'on manque pas de fair play, justement. Ouais, et on va juste rappeler, vous m'interrompez si je me trompe, mais que le règlement prévoit normalement que c'est plus aux équipes de sortir le ballon, mais c'est à l'arbitre, s'il constate qu'un joueur est blessé, d'interrompre le jeu et de le reprendre une fois que le joueur est sorti pour se faire soigner. Oui, peut-être, oui. Par un entre deux. Voilà, donc il y a aussi ça, techniquement le règlement. C'est des scènes qu'on voit aussi des fois sur les terrains de Ligue 1, Ligue 2 maintenant, parce que c'est vrai que il y a des garçons qui sont des fois réellement blessés et d'autres qui tentent de gagner. Donc il faut aussi lutter aussi contre. Alors faut être fair play, mais il faut aussi lutter d'un côté contre les comportements un petit peu où on essaye de gratter du temps à droite à gauche. Voilà, c'est juste le petit point de règlement qu'on peut rappeler sur cette histoire-là. Oui. L'arbitre n'a pas interrompu le jeu, il est juste allé vers le joueur, allez, ça joue, et puis et puis voilà. Donc il y a eu la même scène dimanche dernier au Stade Rennais, mais là le joueur vraiment il a pris un tampon, comme on dit. Évidemment qu'on a rendu le ballon, c'est normal, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc et c'est un petit peu dommage qu'on ait parlé que de ça ou vraiment beaucoup de ça, alors que notre équipe de l'USA vraiment faisait un gros match, quoi. Embrayons sur la suite, Jean-Noël. Embrayons sur la suite. Dans ce cas, on va évoquer le RC Strasbourg. Il y a vraiment un problème à l'US Avranches, c'est que vous n'êtes pas amis cette année avec les boules de tirage au sort, parce que pour la 4e fois, il va falloir se déplacer. Ce sera donc en Alsace, et vous nous le disiez notamment sur le site internet de Foot Normand. C'est peut-être votre plus gros regret vis-à-vis de ce tirage, de devoir aller aussi loin. Oui, bien sûr, parce que c'est toujours sympa de recevoir. Voilà, la Gambardella, c'est arrivé à des tours comme les 16e, les 8e, ça draine un petit peu. Il y a plus beaucoup d'équipes qualifiées sur la France, c'est tirage intégral. C'est vrai qu'on a eu la malchance pour l'instant de ne faire que se déplacer. Et là, on espérait vraiment, on avait 2 souhaits, jouer plutôt une équipe qu'on ne connaît pas, on préfère jouer Strasbourg que le Stade Brestois ou le Stade Rennais, puisque ce sont des équipes qu'on a l'habitude de rencontrer. C'est vrai que c'est sympa. Maintenant, se déplacer en Alsace pour un club amateur comme nous, c'est vrai que c'est pas facile. C'est une logistique, ça demande de l'organisation. Et puis, pour tout le public et tous les accompagnateurs, notamment des gars. Il y a pas mal, toutes les familles qui suivent, etc. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ça aurait fait un coup de projecteur à Fenouillère pour les gamins. Là, c'est vrai qu'aller à Strasbourg, c'est différent. Et justement, comment ça se passe au niveau logistique? Vous y faites référence. Comment vous vous organisez pour vous rendre en Alsace? Eh bien, au niveau logistique, il va y avoir 2 départs différents. Les joueurs et le staff vont partir vendredi midi par TGV.
direction l'Alsace. Et puis les parents et le grand bus avec le chauffeur du club vont partir plus tôt le matin pour aller passer la nuit à Strasbourg et voir le match. Voilà, puisqu'on a avancé le match au samedi. Là aussi pour gagner un petit peu de temps sur le retour, et puis nous avons des scolaires qui reprennent l'école, le lycée le lendemain, le lundi. Donc pour éviter d'arriver dans la nuit du dimanche au lundi, puisque le match à l'origine était programmé le dimanche après-midi. Oui, c'est une bonne information que vous nous donnez d'ailleurs, parce qu'on ne l'avait pas. Comment ? On ne l'avait pas, cette information-là. Voilà, on a avancé le match de 24 heures, ce sera samedi. Ouais. Samedi 14h30 alors. Voilà, donc départ vendredi. Oui, et nuit aux crêpes là-bas, crêpes d'Alsace à Strasbourg. Alors vous avez déclaré, Jean-Noël, que le RC Strasbourg était pour vous l'un des favoris de la compétition, ce qu'on entend évidemment, club professionnel. Il y a des arguments quand même du côté de l'US Avranches. Vous êtes 6e chez les U19, 4e chez les U17. Vous avez une génération qui a quand même des qualités à revendre. Justement, ces qualités, quelles sont-elles cette saison pour ce groupe de U18 que vous conduisez ? Alors c'est vrai qu'on a sur la Gambardella, on a des joueurs qui évoluent dans différentes équipes en championnat, donc avec quand même une grande base de U18 régions, R1 qui était en U17 nationaux l'année dernière, complété par des joueurs qui ont un peu plus de vécu U19, partie du groupe U19 dont un ou deux les frères Buonali, Elad et El Habib qui ont vraiment pas mal de temps de jeu en U19 nationaux. Et puis également on pioche dans l'équipe des U17 qui évolue en championnat national. Donc trois types de joueurs provenant d'équipes différentes, maintenant qui sont ensemble à l'internat, qui sont ensemble sur les terrains d'entraînement la semaine, dans la section sportive du lycée Littré, et donc qui se connaissent bien, qui sont solidaires, qui ont l'habitude de jouer ensemble, l'habitude de s'entraîner ensemble. Donc il y a sur le terrain, il n'y a pas du tout de problème de compréhension. Les principes de jeu sont les mêmes, les organisations d'équipe sont les mêmes. Donc on perd pas de temps pour essayer de fédérer autour d'un projet un peu collectif, un peu commun, quoi. Donc les qualités sont là, les joueurs ont des qualités. Maintenant, face à un centre de formation professionnel comme c'était le cas à Angers, comme ce sera le cas à Strasbourg samedi, évidemment que c'est difficile parce que notre but n'est pas de former des joueurs professionnels, on le sait très bien, chose qui est plutôt le cas à Strasbourg par exemple. Et justement, c'est les garçons qui composent vos différents groupes, ils viennent d'où majoritairement ? C'est des garçons d'Avranches, de la Manche, de la Normandie. On sait que vous êtes aussi limitrophe avec la région Bretagne. Ils viennent d'où un petit peu tous ces garçons-là ? Alors ils viennent de Normandie, de basse Normandie on va dire. D'accord. De basse Normandie. Il y a quelques locaux qui sont au club depuis toujours, depuis l'école de foot. Et puis par l'intermédiaire du foot en milieu scolaire, on arrive à drainer un petit peu d'abord sur la Manche avec Bresset, le collège de Bresset, et puis un petit peu plus loin puisque on va jusqu'à Alençon, Caen, Cherbourg, voire Lisieux un petit peu, Lisieux-Deauville sur le lycée. Donc on arrive à drainer un petit peu, et vous avez raison, comme nous sommes limitrophes avec la Bretagne, on a aussi quelques gars qui proviennent un peu de Saint-Malo, Dinan, voire Fougères. Alors vous êtes professeur d'EPS, Jean-Noël, vous êtes aussi à la tête de la section sportive du lycée Littré, qui a une importance concrète dans la formation de l'US Avranches. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même globalement comment ça fonctionne, comment tous ces organes s'orchestrent finalement ? Eh bien oui, tout à fait, ça s'organise autour de 4 entraînements semaine qui sont intégrés à l'emploi du temps des élèves. Donc la quasi-totalité, sauf les locaux des élèves, sont à l'internat, ont un emploi du temps en lycée général tout à fait classique, et en plus ont un entraînement de l'autre côté de la route, là, à 50 mètres du lycée, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, complètement intégré à leur emploi du temps, avec un
un suivi qui intègre le suivi scolaire, le suivi sportif et donc on fonctionne avec 2 groupes, un groupe seconde plutôt à base du 16 et puis un groupe première terminale U17, U18. Donc c'est pour ça que les gars qui sont en Gambardella en U18 sont pour la plupart au lycée Littré, maintenant pas tous, et ont l'habitude de s'entraîner ensemble. Mais le lycée permet aux joueurs de jouer dans le club de leur choix. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas l'obligation de signer à l'US Avranches. Voilà, nous avons des gars qui jouent à la Mosse, des gars qui jouent à Alençon, des gars qui jouent en Bretagne aussi. Voilà, ils choisissent dans le club dans lequel ils ont envie de jouer. Après, c'est vrai que comme ils ont une pratique de bon niveau, on va dire, ils ont l'envie à un moment donné d'évoluer dans des équipes dans leur catégorie d'âge au plus haut niveau, et c'est vrai que ça leur permet de jouer à la fois en 17 ou en 19 éventuellement nationaux. Donc pour les meilleurs, c'est intéressant. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant. On va rappeler gagnant pour le club et gagnant pour les élèves. On va rappeler 2 petites choses. La section lycée du lycée Littré, je crois que c'est la seule en Basse-Normandie qui existe. Oui, il n'en existe pas d'autres. Sur ce format-là de 4 entraînements semaine, avec, on appelle ça une section Challenge le Roi, la compétition fédérale qui réunit les sections sportives un petit peu d'excellence comme la nôtre. Il y en a entre 45 et 50 en France à peu près. Ça s'appelle le Challenge Jean Leroy. Donc avec l'obligation de 4 séances semaine minimum. Voilà, nous avons en Basse-Normandie des sections un peu plus locales, Saint-Lô, Mondeville ou Flers, qui fonctionnent sur un autre schéma, un petit peu plus light, avec 2 séances semaine de section, des séances de club autrement éventuellement, mais qui ont moins d'exigences au niveau de leur cahier des charges et qui ne peuvent pas s'inscrire au Challenge Leroy de toute façon. Et juste la deuxième petite chose que je voulais rappeler, là, ça concerne le club de l'US Avranches, qui est un des très rares clubs à statut amateur, si ce n'est le seul, à posséder, donc on disait, 4 équipes au niveau national. Il y a forcément l'équipe première dirigée par Fred Reculot en national, la réserve, sous l'égide de Christophe Dubosc qui évolue en N3, et donc des 19 nationaux, comme on l'avait dit, avec vous, et des U17 nationaux. Voilà, ça c'est un schéma qu'on retrouve principalement dans les clubs professionnels, mais au niveau amateur, l'US Avranches est le seul club de France à posséder un niveau de pratique aussi important. Tout à fait, vous avez raison, et je crois que ça fait une des fiertés de notre président Gilbert Guérin, puisqu'il ne manque pas de le rappeler à l'envi dès qu'il en a l'occasion. Mais je rajouterais aussi que nous sommes un club à l'US Avranches qui possède une équipe au plus haut niveau dans chaque année d'âge. Nous avons des U14 R1, des U15 R1, des U16 R1, des U17 nationaux, donc U18 R1, U19 nationaux, une équipe 3 en R2, une équipe 2 en M3, comme vous l'avez dit, et une équipe de National 1 qui, j'espère, va faire une bonne fin de championnat. Et on va y revenir dans quelques instants, Jean-Noël. Mais notre force est aussi, pour avoir cela, des structures dont on a parlé, et puis des éducateurs dans chaque catégorie, dans chaque année d'âge, qui soient solidaires, compétents, il me semble, et puis stables, puisque ça fait un petit moment que nous tous, je vais pas les citer parce que je vais en oublier, donc ils m'en voudraient, mais c'est une équipe stable d'éducateurs, qui fonctionnent ensemble, qui fonctionnent de façon très solidaire. Et puis on a la chance d'avoir un outil depuis cette année à la plaine de jeu là, au niveau locaux, terrain, qu'on peut utiliser depuis 6 mois là, qui nous aide aussi grandement, quoi. Voilà. Oui, on va en profiter pour saluer votre collègue sur le banc, Florian Lucas. Évidemment, vous n'êtes pas tout seul à mener cette armada en Gambardella. Mathieu, on va aborder quand même le week-end de l'US Avranches, qui globalement a été difficile. Si on le prend dans un registre global, les bons élèves ont été les U17 qui ont remporté leur duel contre les Havrais. Jean-Noël, ça a été plus difficile pour vous avec les U19 nationaux sur le terrain de Rennes. Ça, vous y attendiez ? Oui, alors bon, on avait fait le choix de
de justement mettre les U18 pour préparer la Gambardella au Stade Rennais, en sachant que ce serait très difficile vu que le Stade Rennais était plutôt renforcé. Donc c'était un bon match d'entraînement. Voilà, c'était un bon match de préparation. C'était un choix qu'on avait fait en harmonie avec Florian justement. Si nous battions le Stade Lavallois le week-end précédent en U19, voilà, donc nous l'idée c'est de former. Ça se passe bien en U17 et U19. Le maintien n'est pas encore acquis, mais dès qu'il le sera, l'objectif c'est d'essayer de préparer l'avenir, bien entendu, d'essayer d'anticiper un petit peu sur la saison prochaine, et donc de donner un petit peu plus de temps de jeu et de vécu à un niveau supérieur aux U18, notamment ceux qui ont peu de temps de jeu en U19, et puis la même chose pour les U17, enfin voilà, promouvoir un petit peu. Et puis, bien entendu, pour les U19 qui le méritent, pourquoi pas avoir un peu de temps de jeu en National 3. Voilà, c'est le but. C'est le but. Là, on vit une saison qui n'est pas encore évidemment terminée. Il y a encore quelques points à prendre, notamment pour nous en U19, mais qui nous permet d'être relativement confortable en termes de classement et de pouvoir. C'est pas toujours le cas. Quand il faut se battre jusqu'à la dernière minute pour un maintien, on raisonne de façon un petit peu différente. Mais là, on a un petit peu de confort, on va dire, voilà, même si, encore une fois, il nous manque quelques points en U19, mais pour pouvoir anticiper et promouvoir et gagner un peu de temps sur la préparation de la saison prochaine. Pour compléter sur les résultats, revers de l'équipe réserve à Saint-Lô ce week-end, revers de l'équipe première contre Sedan 3-0, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, on espère des lendemains meilleurs, notamment le week-end prochain pour vous, Jean-Noël, avec l'équipe en déplacement à Strasbourg. Merci d'avoir été notre invité. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, hein. C'est un obstacle quand même énorme, hein. Voilà, on y va dans la peau du petit, hein, c'est sûr, hein. Ils ont des internationaux, ils ont une grosse équipe, visiblement ils ont une bonne génération, on va chez eux, c'est un défi en tout cas. On va devoir vous laisser, Jean-Noël. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Mathieu, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Salutations et remerciements également à Nati, toujours impeccable à la réalisation. Retour du débrief dès lundi prochain avec le retour de Christophe Lécuyer aux manettes. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine. Ciao. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.